Hop, et ben, bonjour à tous. On va laisser les personnes se connecter. Bonjour et bienvenue pour ce She Talks du coup du mois de janvier. On est ravis de vous accueillir aujourd'hui. On attend encore une troisième panéliste, Marine, qui devrait pas tarder à nous rejoindre, mais histoire de vous accueillir et de vous permettre de rentrer sur le lien Zoom, on a ouvert. Donc, bienvenue à tous. Je m'appelle Julie. Je suis ravie d'être avec vous ce soir. C'est un talk, c'est un peu spécifique parce qu'il y a eu beaucoup d'inscriptions. Donc, on va aussi le retranscrire en live sur Facebook. Donc, je pense que là, c'est en train de fonctionner normalement. Donc, ça va être une session où bon, voilà, l'interaction sera un peu limitée, c'est-à-dire que les micros sont coupés et on ne pourra pas directement échanger. Mais par contre, n'hésitez pas à utiliser le petit onglet converser. Donc, je pense que tout le monde commence à être un peu au fait de cet outil, mais quand même, c'est toujours bon de le rappeler. On a prévu un temps d'échange et je pense qu'il y a vraiment, tout le monde a beaucoup de questions à poser parce qu'on a eu pas mal de retours. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser et je vous invite à utiliser notamment sur Zoom, conférenciers et participants, quand vous voulez nous envoyer une question, comme ça, tout le monde peut la voir. Et c'est plus simple, donc on prendra les questions au fil de l'eau et aussi à la fin. Donc, il est 18h, je vais encore attendre un petit peu. N'hésitez pas aussi à nous dire où vous êtes, à vous présenter, puisqu'en plus, on a voilà, des associations et des structures aujourd'hui qui sont un peu présentes dans pas mal de villes en France. Donc, ça peut être chouette aussi d'avoir votre retour et aussi en Europe. Donc, voilà un petit peu. On va encore attendre 2-3 minutes. Et je vais peut-être envoyer un petit texto à Marine en espérant qu'elle nous rejoigne sans problème. Du coup, pour vous donner un petit peu, peut-être quelques éléments, déjà pour nous introduire sur Empower. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, je vais commencer par ça. Et parfait, ça fait venir Marine. Bienvenue Marine. C'est parfait. Donc, je vais commencer parce qu'on a beaucoup de choses à se dire tout de suite par une petite intro sur Empower. Donc, nous, on est une association. On accompagne des femmes entrepreneurs en France, mais également à l'étranger, en Côte d'Ivoire, au Niger, mais aussi en Europe. Donc, on a différents types de programmes d'accompagnement, des programmes d'incubation qui vont s'adresser à des femmes qui sont déjà bien avancées, mais aussi des programmes qui sont plus à destination de toutes celles qui se posent plein de questions pour se lancer. Au niveau des actus, en ce moment, on a lancé un appel à projet et un appel à candidature pour justement le programme Women Act, qui est un peu le programme phare en France. Et pour information, on a une réunion d'information ce jeudi sur l'ensemble des programmes Empower. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Donc, ça, c'est un petit peu sur nos activités. On vous enverra toutes les informations de toute façon par mail, mais voilà. Et après, au-delà de l'accompagnement et de la formation, on est toujours ravis aussi d'échanger et aussi de sensibiliser, d'ouvrir la discussion et le débat sur plein de sujets. C'est pour ça qu'on organise ces conférences She Talks. Donc, c'est des conférences qu'on organise tous les mois. Et à chaque fois, on va proposer à différentes porteuses de projets, mais aussi voilà, des femmes qu'on trouve vraiment inspirantes d'intervenir et nous parler de leur parcours, de leur projet, de tout ce qu'elles font. Donc, on est toujours ravis. Voilà, aujourd'hui, je vous présenterai le panel juste après et la thématique de ce She Talks. C'est des événements qui sont en ligne, qui sont rediffusés et accessibles ensuite si vous avez besoin. Donc, bonsoir à tous. Bonjour Karine et Marjorie. Voilà un petit peu sur le She Talks, comment ça va se dérouler. Donc, on va passer 1 heure ensemble. Pendant laquelle on va échanger avec Marine, Noémie et Flora sur différents sujets. Et puis après, il y aura un temps de questions-réponses. Voilà un peu sur les introductions Empower assez classiques. Je vais laisser la main à Damien, qui est présent avec nous ce soir, qui représente le comptoir. Et donc, je vais laisser présenter aussi ce super acteur et qui a co-organisé avec nous ce She Talks. Donc, Damien, si tu veux prendre la parole, je t'en prie. Avec plaisir. Merci beaucoup, Julie, pour cette introduction. Et donc, effectivement, bonjour à toutes et tous qui êtes en ligne. Moi, je représente le comptoir, donc, qui est un incubateur basé à Montreuil et qui est organisateur du programme Elles Ensemble. Peut-être d'abord juste quelques mots sur le comptoir et son écosystème en guise de présentation, et puis ensuite une mini présentation aussi pour contextualiser pourquoi est-ce qu'on a cette réunion aujourd'hui avec Empower et pourquoi on vous rassemble sur ces thématiques. Donc le comptoir, c'est un établissement qui existe depuis 2014, qui a toujours accompagné l'entrepreneuriat social sur le territoire, et on est aujourd'hui à plus de 130 entreprises sociales, principalement sociales, accompagnées
sur le territoire. Donc, quand je dis le territoire, c'est principalement en Île-de-France. Il se trouve que nos programmes aujourd'hui, on a fait une refonte de nos programmes l'année dernière, parce que l'écosystème francilien national est très riche, c'est une très bonne chose pour l'écosystème, mais on a besoin de toujours plus apporter de valeur à nos porteurs de projets, à nos partenaires. Et donc, on a revu nos programmes. Et donc, on a 2 programmes qui sont thématiques. Un programme autour de l'économie circulaire qui s'appelle la saison circulaire, qui s'est lancé l'année dernière et qui reviendra en juillet pour ceux que ça intéresse. On a un appel à candidature qui viendra en avril. Et on a un autre programme qui s'appelle la saison solidaire, un autre programme thématique qui a pour but d'accompagner l'émergence et la structuration des filières autour de la solidarité. Et ça, c'est un programme qu'on vient tout juste de lancer. Et on a 11 porteurs de projets qui nous ont rejoints en janvier. Donc ça, c'est les 2 programmes thématiques. Et ensuite, on a un programme qui s'appelle le programme Elles Ensemble, qui est celui dans le cadre duquel on fait cette réunion ce soir. Et donc, ce programme Elles Ensemble, en fait, il est né d'une rencontre entre un besoin d'une collectivité, qui est la collectivité d'Est Ensemble, qui est donc à l'est de Paris, pour ceux qui ne connaissent pas, qui regroupe 9 communes, parmi lesquelles Montreuil, Bagnolet, Pantin, Noisy-le-Sec, et j'en passe. Et donc, la collectivité d'Est Ensemble avait un enjeu de pérennité des entreprises sur le territoire. Donc, c'est un programme qu'on a monté en partenariat avec eux. Et c'est la 2e édition dans laquelle nous sommes en ce moment. Et donc, la première édition s'est faite en partenariat avec un certain nombre d'acteurs, dont Empower, et on est ravis de pouvoir collaborer à nouveau avec vous pour cette 2e édition. Donc, c'est un programme très rapidement, et j'en termine après, mais c'est un programme qui dure 6 mois, qui propose du suivi individuel, des formations collectives, du mentorat, de la mise en réseau comme ce soir, et des ouvertures au sein de l'écosystème. Et globalement, c'est le tronc un peu commun de nos formations ici. Voilà, donc je pense qu'à la fin, on aura possibilité de renvoyer des petites adresses de contact. Donc, n'hésitez pas à nous faire signe s'il y a des gens que ça intéresse. Et voilà, et juste pour vous dire que on est tout à fait ravis de pouvoir co-organiser cet événement avec Empower ce soir. C'est un programme qui nous tient beaucoup à cœur. D'abord pour la question économique, parce qu'on pense que c'est des programmes qui sont nécessaires aux entrepreneurs pour pouvoir assurer leur développement, et aussi pour les questions de genre qui sont plus spécifiques à ces publics, et qui sont des enjeux qui nous sont particulièrement chers au comptoir. Voilà, et on a besoin de s'entourer d'acteurs qui sont professionnels sur ces sujets, et Empower en est un excellent exemple. Donc voilà, merci à vous, et puis très bonne conférence, parce que le plus intéressant arrive. Voilà. Super, merci Damien. Écoutez, bienvenue à tous et encore une fois, ravie de vous accueillir. Donc, on va pouvoir commencer officiellement cette conférence. Je vois que les personnes se connectent petit à petit. Donc, pour rappel, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. On les prendra au fil de l'eau, mais également à la fin de cette session. Donc, pour commencer, un grand merci à Noémie, Flora et Marine. Je vais très rapidement un petit peu dire quelques mots sur vos entreprises, enfin vos projets, et bien évidemment, vous pourrez nous en dire plus juste après. Mais pour celles et ceux qui ne vous connaissent pas, on va commencer par toi, Flora. Donc, Flora, tu es la fondatrice de Tissu Solidaire, et pour celles qui ne connaissent pas Tissu Solidaire, c'est une super association qui a choisi d'utiliser les travaux manuels et notamment la couture pour permettre d'accélérer l'innovation sociale, enfin l'intégration sociale et professionnelle des personnes exilées. Ensuite, nous avons Marine, qui est la présidente de Refugee Food, Marine Mandrilla, et Refugee Food, c'est un projet un peu fou culinaire. Elle vous racontera un peu la genèse de ce projet également, qui permet de faire évoluer les regards sur les personnes réfugiées grâce au pouvoir universel de la cuisine. Je pense que c'est vraiment un vecteur qui nous réunit tous. Et on le verra, ça permet également de nous rassembler autour de grands événements comme le festival. Et enfin, nous avons Noémie, qui est la cofondatrice de Kaboubou. Kaboubou, c'est une association qui a aussi pour objectif de favoriser l'inclusion sociale et professionnelle, mais cette fois-ci autour du sport. Et donc, on verra également comment est-ce que vous proposez des formations autour du sport, et comment est-ce que vous voulez déconstruire les préjugés qu'il y a dans nos sociétés. Donc, un grand merci à vous trois d'avoir accepté notre invitation. Et sans plus attendre, je vais commencer par une première question déjà d'ouverture, pour revenir aussi un petit peu sur vos parcours, puisqu'ils sont très différents. En tout cas, moi, je l'ai vu quand on a préparé ce She Talks. Et est-ce que vous pourriez un petit peu revenir sur la genèse de ce projet,
et nous dire comment tout cela a commencé. Avant ça, je viens de me rendre compte que j'ai oublié quand même de remercier des personnes qui sont très importantes chez Empower, c'est les ambassadrices, notamment Joyce et Maud qui nous ont accompagnés sur Sushi Talks. Donc, je leur glisse quand même un petit mot. Je sais qu'elles nous regardent et elles étaient ravies de vous rencontrer toutes les trois. Bref, voilà, parenthèse close, mais je vous laisse la parole du coup de Noémie, Marine ou Flora. Qui veut commencer pour nous dire un petit peu comment votre histoire et votre projet a commencé? Allez, Faut je me briser la lance. glace, hein. Je sens que je dois me lancer. Donc, Tissu solidaire, c'est parti d'une initiative étudiante en 2015. À l'époque, j'étais en Master 1 à l'IAE de Lyon. Et après avoir beaucoup bourlingué, notamment en Turquie, où j'avais fait pas mal de bénévolat pour les réfugiés syriens en 2013-2014. Je suis arrivée du coup de retour à Lyon et une grosse envie de m'engager et sur cette thématique parce que pour moi, elle était évidente. J'avais du coup fait du bénévolat pendant 2 ans avec des personnes en exil à Istanbul. Et du coup, on a commencé de manière très artisanale en se disant comment on pouvait recréer du lien social entre personnes résidentes et exilées. On a fait du coup une étude de besoin dans un CADA, un centre pour demandeurs d'asile, dans la banlieue de Lyon. Et les personnes nous ont dit qu'elles voulaient coudre, donc c'est pour ça qu'on utilise la couture comme outil de médiation sociale et qu'on s'appelle jusqu'à présent Tissu solidaire. Et du coup, pendant 3 ans, Tissu solidaire s'est attelé à créer une communauté solidaire entre personnes exilées et résidentes à travers les savoir-faire manuels, un peu partout sur la métropole de Lyon. Et on est devenu seulement association statutaire avec un budget et une gouvernance à partir de 2019, date à laquelle moi, je me suis lancée à 100% sur le projet, où j'ai quitté mon emploi, qui était du coup responsable incubation chez Ronapia, un incubateur d'entrepreneurs sociaux à Lyon. Voici comment a été créé Tissu solidaire. Je peux continuer si vous voulez. Nous, le projet a commencé à la suite en fait de grands voyages partout dans le monde. En fait, à la fin de nos études, on a monté un projet culinaire, on va dire, de découverte des différentes cultures et régions du monde au travers de la cuisine. Donc concrètement, on est parti, on a traversé 18 pays en allant systématiquement cuisiner et manger avec toutes les personnes qu'on rencontrait. Et c'était presque plus un alibi et un prétexte pour aller provoquer des rencontres, rencontrer une famille, une ville, en savoir plus sur les cultures, rencontrer l'intimité et partager et créer vraiment des moments de partage partout dans le monde. C'est un projet qui a vécu sa vie ensuite. Mais en fait, au moment, après notre premier voyage à l'été 2015, l'été où on a vraiment pris conscience, où on a parlé de la vague de migrants qui est arrivée en Europe. Et de par nos parcours respectifs, et moi familial, et Louis qui a cofondé le projet avec moi, qui a grandi à l'étranger, en fait, on a juste été, comme énormément de citoyens français et autres, hyper troublés, marqués par le traitement global tellement négatif, tellement misérabiliste, tellement anxiogène qui pouvait être fait de l'arrivée de ces personnes-là, qui nous amenait juste à oublier, premièrement, que ce sont des personnes qui juste ont fui leur pays pour juste sauver leur vie et la vie de leurs enfants. Et deuxièmement, qui arrivaient avec tout un bagage culinaire, mais culturel et tout un patrimoine qu'il fallait sauvegarder. Et nous, en plus de ça, on revenait de tous ces voyages. On avait été accueillis partout dans le monde avec tellement de simplicité, de générosité. Donc, il y avait un espèce d'écho qui fonctionnait pas. Et on a commencé par s'engager dans quelques assos, par donner des choses, par accueillir quelqu'un chez nous. Et puis, assez vite, en fait, on s'est dit, mais c'est évidemment autour de la cuisine qu'il faut essayer de faire des choses. Et donc, on a eu l'idée de créer des rencontres culinaires et en l'occurrence de créer des collaborations en cuisine entre des cuisiniers réfugiés à Paris dans un premier temps et des restaurateurs locaux qui allaient créer pour le temps d'un service, de 2 services, des menus spéciaux. Et l'idée, c'était vraiment à la fois de créer une rencontre vraiment à égalité entre 2 personnes et à la fois de donner à voir en fait ce que l'enrichissement culturel, ce que la diversité, ce que les migrations peuvent aussi
évidemment apporter de meilleur autour juste d'un moment, d'un repas, ce qui peut paraître le plus simple du monde, mais qui peut être super fort. Et puis voilà, le projet après a pris davantage d'ampleur, mais c'est comme ça que ça a commencé, pour répondre à la question. Je vais prendre le relais. Bonjour à tout le monde. De mon côté, j'ai fait une école de commerce. J'ai commencé à travailler après l'école en audit financier et je me suis vite rendu compte que ce n'était pas la voie que j'avais envie de prendre pour l'avenir. Et donc, je me suis un peu remis en question. J'ai cherché un peu ce qui allait vraiment me plaire. Et à ce moment-là, j'ai commencé à faire du bénévolat, notamment avec la Fourmilière. Du bénévolat, notamment aussi à Porte de la Chapelle. En fait, il y avait ce qu'on appelait la Bulle. C'était un centre d'accueil de personnes migrantes. Et je me suis rendu compte que j'avais envie de donner du temps pour aider ces personnes et trouver un projet qui me tenait vraiment à cœur. Et à ce moment-là, donc là, on était en 2017. On était en plein dans la candidature de Paris aux Jeux 2024 et Paris communiquait pour créer des projets, pour essayer de trouver un vrai héritage social et environnemental à ces Jeux. Et du coup, je me suis dit, qu'est-ce qu'on peut faire à notre échelle pour utiliser le sport comme outil d'inclusion. Et c'est à ce moment-là que Make Sense et Paris 2024 ont organisé une journée pour justement aider des personnes à se lancer dans des projets d'entrepreneuriat. Et c'est là où j'ai rencontré Mehdi et Paola, les deux autres cofondateurs, et on s'est dit, on va voir comment on peut utiliser le sport comme outil d'intégration. Donc, pour aider ces personnes à pratiquer le sport, donc ça peut paraître bête, hein, moi, on m'a dit la première fois, on m'a dit, mais en fait, le sport, c'est pas du tout un besoin primaire. Les gens, ils ont envie de manger, ils ont envie d'être hébergés, pas de faire du sport. Mais finalement, on se rend compte que faire du sport, ça permet d'avoir une parenthèse positive dans la vie de ces personnes et vraiment de laisser de côté tous les problèmes pour aussi rencontrer des gens. Et donc, on a créé un premier tournoi de football qui a très bien marché et qui avait pour objectif de créer du lien social, créer des amitiés, mais aussi de changer le regard de la population locale, des Parisiens qui vivent à côté de camps qui sont régulièrement démantelés. On en entend beaucoup parler dans les médias, mais c'est difficile de rentrer en contact avec ces personnes. Et donc, on s'est dit, on va utiliser le sport pour faire changer le regard aussi de la population locale. Et donc, à partir de ce premier tournoi de football, où il y a eu une forte demande, on a petit à petit développé l'association et donc on a déposé les statuts officiellement quelques mois après, en janvier 2018. Ok, bah, merci à toutes les trois déjà pour ce petit tour de table qui permet d'en savoir un peu plus sur vos projets. Du coup, moi, j'ai un peu une première question qui s'adressait à la base à toi, Noémie, mais c'est souvent un peu la question qui revient, c'est comment est-ce qu'on passe de l'idée au projet? Comment est-ce que ça s'est passé pour chacune d'entre vous? Quel a été le moment de bascule où en fait vous êtes passé peut-être d'une action qui était très locale ou en tout cas qui vous touchait vous personnellement jusqu'à ce que ça prenne une proportion plus grande et que vous formalisiez ça? Oui, alors tout à fait. Nous, quand on a créé le premier tournoi de football, on ne se disait pas du tout que ça allait devenir une association officielle. Et surtout, moi, je ne me disais pas du tout que ça allait être mon métier. Et en fait, petit à petit, on a été accompagnés par des incubateurs et des, des entrepreneurs. Donc, on a été accompagnés au début par Make Sense, justement pour aider les entrepreneurs. En fait, Make Sense a plein de projets pour aider les entrepreneurs à se lancer, à, à créer un peu l'idée, mais aussi à faire une étude de marché, entre guillemets, de savoir ce qui est déjà réalisé et de mettre en contact, ça c'est très important. Et on a été accompagné par Make Sense aussi. Donc, le premier projet, c'était Talent 2024. C'est un incubateur qui permet aux jeunes de se lancer. Donc, c'est vraiment dans la phase de début. Et on a été lauréat de ce programme. Et là, on a eu nos premiers 15 000 € pour l'association. Donc là, on s'est dit, bon, ça y est, on est lauréat, on a des fonds, donc il faut qu'on lance officiellement l'association. Et après, petit à petit, on a été accompagné par Retour vers l'emploi, aussi de Make Sense, qui a permis de structurer le pôle formation de l'association. J'en profite aussi pour parler de Simone et de Peyman qui sont aujourd'hui responsables de la formation. Et donc, du coup, c'est aussi ça qui a structuré l'association petit à petit. Et c'est là d'ailleurs où on a rencontré Flora et Tissu Solidaire dans le cadre de Retour vers l'emploi par Make Sense. Et ensuite, moi personnellement, au bout de 2 ans à le faire à côté d'un emploi, je me suis dit que c'était l'occasion d'y aller à fond. Quand on voit que son projet grandit, c'est aussi important de savoir
quel engagement on a envie d'y consacrer. Mais il faut commencer petit, c'est le conseil. Ça marche, merci. Je ne sais pas, Marine, Flora, si vous voulez rebondir un peu sur ce moment de bascule où peut-être vous avez eu, pareil, la possibilité d'en faire un projet à part entière. Moi, j'ai été hyper longue à m'y mettre à 100%. J'ai lancé le projet de manière très instinctive et très intuitive en 2015. On était plusieurs en plus tout de suite. C'était vraiment une initiative collective et étudiante à l'époque. En fait, j'ai travaillé 2 ans en accompagnement de projet parce que du coup, ma spécialité, c'est l'entrepreneuriat et notamment l'entrepreneuriat social. Et c'est vraiment en accompagnant des projets que j'ai compris la valeur et la richesse de tissu solidaire. Avant ça, j'en avais absolument pas, enfin, j'en avais beaucoup moins conscience en tout cas. Et là, c'est devenu une évidence en fait à partir de mon expérience chez Ronalpia. Et du coup, très vite, en fait, après 2 ans, j'ai quitté mon poste et je me suis dit, et une fois que j'avais toutes les étapes aussi pour monter un projet, c'est quand même plus simple. Je me suis dit qu'il fallait que je fasse ça et que je me lance dans le grand bain. Et j'ai moi-même été du coup accompagnée comme Kaboubou par Make Sense, mais également maintenant en local par Ronalpia, histoire de boucler la boucle. Et de notre côté, effectivement, un peu comme Tissu Solidaire, le premier festival, enfin vraiment la première pierre, ça s'est fait de manière très enthousiaste, très intuitive, voilà, en très peu de temps, etc. Et après ce premier festival, en fait, on a reçu énormément de messages de personnes à Lyon, à Marseille, à Istanbul, etc., qui nous disaient mais c'est une super initiative, c'est un projet super, je sais que dans ma ville, je connais un tel qui pourrait le faire, etc. Au-delà du fait qu'il y avait aussi eu un écho médiatique hyper important qui nous a permis de nous rendre compte que ce projet avait un potentiel de sensibilisation et de plaidoyer, ce qui était quand même vraiment la raison d'être à la base, même si maintenant on travaille aussi beaucoup sur l'insertion professionnelle, on en parlera. Et en fait, on avait été accompagnés par le HCR, par l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, dès le début. On les avait contactés vraiment dès l'idée du projet. Et en fait, à la suite de ce premier festival, quand on a reçu toutes ces demandes, on s'est dit, mais en fait, si nous, on a réussi à le faire à Paris avec, entre guillemets, un peu, enfin, beaucoup de temps, mais pas grand-chose, en fait, plein de citoyens comme nous pourraient le faire à leur tour. Et du coup, on a eu l'idée, grâce à Make Sense, d'ailleurs, c'est marrant comme Make Sense fait et aussi liant de projet, mais on a eu l'idée d'écrire un kit méthodo. Et vraiment, on a écrit toutes les étapes par lesquelles on est passé, comment identifier les cuisiniers, comment identifier les restaurants, comment créer ces collaborations, comment gérer la mobilisation locale, comment mobiliser des citoyens, comment essayer de continuer à suivre les cuisiniers qui participent, etc. Et ce projet, ce kit, il a été soutenu par l'unité innovation du HCR, qui a fonctionné presque un peu comme un incubateur au début. Et en fait, dès juin, donc 1 an plus tard, dès juin 2017, le festival a eu lieu dans 11 villes, donc avec des porteurs de projets citoyens locaux dans chacune de ces villes. Et entre-temps, nous, on travaillait par ailleurs et on était repartis en plus en voyage. Donc c'était assez sport. Mais voilà, on a vraiment bénéficié de l'accompagnement du HCR. Et en fait, en 2018, donc 2 ans après le premier festival, on a eu la possibilité, qui correspondait évidemment surtout à une envie d'ouvrir un lieu, une cuisine, un comptoir qui est donc maintenant est à Grain de Contrôle, qui nous a permis d'accompagner différents cuisiniers entrepreneurs dans le lancement de leur projet, au-delà d'accompagner une équipe en insertion. Et on a aussi été accompagné par Entropia, l'incubateur d'entrepreneuriat social de l'ESSEC, qui nous a aidés à structurer le tout énormément. Et puis cette année, on a été accéléré par Singa, par l'accélérateur de projet de Singa. Voilà, en gros, comme on est passé de l'idée à l'action, mais ça a quand même été hyper progressif. Et puis là, en 2019, 2019 et 2020, on a lancé des projets de formation. Donc voilà, je dirais que c'est parti de beaucoup d'enthousiasme et d'intuition, et ça s'est structuré vraiment petit à petit. Et c'est d'ailleurs encore en train de se structurer. Oui, j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on n'arrête jamais vraiment. Mais du coup, tu viens d'évoquer un point qui est hyper important et qui se retrouve dans 3 de vos projets, c'est effectivement l'insertion professionnelle et l'axe de formation.
Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus et comment ça se déroule, notamment par exemple au niveau de la certification et peut-être aussi vos relations avec les entreprises notamment pour justement agir sur l'ensemble de la chaîne. Donc pareil, peut-être Noémie, si tu veux reprendre la parole. Oui, donc nous, depuis 2019, on a un programme qui s'appelle FIT, Formation, Inclusion, Travail, de Kaboubou. Donc j'en profite pour répondre à la question que signifie Kaboubou. Kaboubou, ça signifie l'amitié par le sport en Swahili et c'est aussi une lutte congolaise. Voilà, et donc le programme FIT, ça signifie formation, inclusion, travail. C'est pas du tout du Swahili. Mais l'idée, c'est vraiment de former et de fournir des insertions, des opportunités d'insertion professionnelle derrière pour les personnes qui sont passionnées de sport. Donc, c'est une formation sur 6 mois qui est en partenariat avec Pôle emploi, avec l'AFDAS, avec Colonne qui s'occupe des cours de français, avec PSL et l'UFOLEP sur toute la partie formation technique sportive et qui est financée par la DDCS, par la DRJSCS et par la ville de Paris. Voilà un peu le programme dans la création du programme. Et en fait, donc c'est un programme complet qui permet à des personnes réfugiées qui sont statutaires. Donc, on l'a pas encore évoqué, mais je pense que c'est important de le préciser en termes de vocabulaire. Quand on arrive sur le territoire français, on est ce qu'on appelle une personne migrante. On va faire une demande d'asile pour être protégé par l'État français. Donc, on va devenir un demandeur d'asile ou une demandeuse d'asile. Et ensuite, une fois que l'État français aura accordé une protection, on aura ce qu'on appelle communément le statut de réfugié, donc une protection internationale. Et donc, nous, notre programme de formation, il est ouvert aux personnes réfugiées parce que ces personnes-là peuvent travailler. Et donc, derrière, forcément, c'est plus facile, alors que les demandeurs d'asile ne peuvent pas travailler. Donc voilà, donc c'est sur 6 mois, les personnes qui sont dans notre formation sont rémunérées par Pôle emploi. Et c'est un programme qui leur donne des cours de sport, des cours techniques, mais aussi des cours de français langue étrangère, des cours de français objectifs spécifiques et sur tout ce qui est monde du sport, et un accompagnement social et professionnel que Kaboubou pilote et organise. En fait, c'est toutes les questions annexes à la formation. Ça peut être de l'hébergement, ça peut être des questions d'accès aux droits. Donc, on accompagne toutes ces personnes pour éviter les décrochages et on les accompagne aussi dans la recherche de stages dans les structures sportives, parce que les personnes qui vont être formées pendant ces 6 mois vont obtenir un diplôme certifiant qu'on appelle un CQP, un certificat de qualification professionnelle, dans les métiers animateurs de loisirs sportifs, et un CCP qui est plus tourné vers les métiers touristiques. Et ils vont aussi obtenir un 3e diplôme qu'on appelle un CFGA. C'est un diplôme de formation à la gestion associative. Donc en fait, l'idée, c'est que ces personnes-là puissent travailler dans des clubs de sport ou dans des structures de loisirs type village vacances. Et donc là, on a 19 apprenants et apprenantes. C'est la 2e formation, j'insiste bien, parce qu'on a 2 femmes, ce qui est bon, peut paraître pas beaucoup, mais c'est compliqué encore plus pour les femmes exilées d'accéder à ce genre de formation. Il y a plus de freins et de barrières. Et donc, on est heureux de les avoir dans la promotion. Et nous, on va les aider après à trouver des opportunités professionnelles. Et ce sera l'objectif, c'est que derrière, ces personnes-là puissent donner des cours de sport et puissent encadrer des séjours touristiques et sportifs. Et là, on a par exemple, on est en train de créer un partenariat avec un centre de France Terre d'Asile pour Amit qui va donner des cours de sport à des mineurs que l'on a accompagnés d'un centre de France Terre d'Asile. Donc on essaye de trouver au mieux des opportunités professionnelles, même si en ce moment, évidemment, ce n'est pas l'environnement le plus propice qui soit dans le monde du sport. Ok, super. Flora ou Marine, si vous voulez nous donner un peu d'éléments aussi sur votre regard là-dessus et peut-être les enjeux que vous avez identifiés. Alors nous, du côté du tissu solidaire, on est sur des actions de remobilisation professionnelle, parce qu'on est parti, on a fait un mapping à Lyon des dispositifs qui existaient. Et en fait, il y avait déjà pas mal de formations professionnelles qualifiantes, mais il y avait pas de pré-formation ou de pré-qualif sur le territoire pour justement permettre à ces personnes exilées, souvent peu ou pas diplômées ou dont les diplômes
sont pas reconnus, d'avoir accès à des formations professionnelles qualifiantes lambda. Du coup, ça fait 18 mois qu'on a ce parcours de remobilisation composé de français et langue étrangère, bien évidemment de couture, sinon ça ne ferait pas tissu solidaire. Donc, on fait une collection de sacs à dos en partenariat avec des designers. On a un accompagnement à l'emploi aussi individualisé et collectif. Et nous, pour le coup, on a beaucoup de femmes. Du coup, on a aussi un accompagnement sur la santé et la garde d'enfants. On a un big projet aussi du coup, création de crèches inclusives pour 2022. On est actuellement en étude de faisabilité. Et petit à petit, on s'ouvre, on se structure et on s'ouvre aussi à d'autres secteurs. Donc, on porte le projet des étoiles et des femmes cette année sur Lyon. Yes. Qui consiste à donner accès à un CAP cuisine à des femmes éloignées de la formation et de l'emploi, tout en en tissant un réseau de partenariat avec des restaurateurs étoilés. C'est un projet qui existe dans 8 villes et qui est porté par une association marseillaise qui s'appelle Départ et la Table des Canas. On a également, en 2022, des projets dans la mobilité avec des partenaires comme Keolis, qui est le réseau de transport urbain de Lyon. Et on va petit à petit nous-mêmes vers la formation. Donc, on est devenu OF au 24 décembre 2020. Et on vise, en tout cas pour le textile, à aller vers un CQP métier du textile et du upcycling, qui est en fait ce qu'on fait tous les jours depuis très longtemps, mais qu'on n'a jamais certifié. Et globalement, ce qu'on se rend compte, c'est que en plus de qualifier l'expérience et la formation de ces personnes, il faut également un accompagnement hyper resserré pour à la fois les détecter, parce que ce n'est pas forcément évident, les garder en formation et les accompagner au mieux, malgré la période qui n'est pas du tout évidente, vers l'emploi, quoi. Et de notre côté, on porte depuis 2019, on coporte depuis 2019 une première formation qui s'appelle Sésame, qui est assez comparable au programme de Kabubu. C'est un projet qui est soutenu dans le cadre du PIC, du plan Investir dans les compétences, et qui est porté par un consortium d'acteurs avec Acto, qui est l'organisme paritaire de l'hôtellerie-restauration en France, un organisme de formation qui s'appelle Envergure et nous. Et ce programme, il a vocation à former des personnes réfugiées statutaires au métier de commis de cuisine à Paris et dans 4 régions en France. Et l'objectif, c'est de former 276 personnes au métier de commis de cuisine d'ici à 2022. La formation, elle est vraiment assez comparable dans le sens où il y a du français appliqué à la restauration avec passage du DCL, du diplôme de compétences en langue, une formation, une préparation au passage du CQP, donc de certificat de qualification professionnelle commis de cuisine, une immersion professionnelle, des sessions d'immersion professionnelle et un accompagnement social tout au long de la formation. Nous, en tant qu'association Food Sweet Food, on intervient sur l'identification des personnes qui vont intégrer la formation, notamment en mobilisant tout un réseau d'associations sans qui on ne pourrait pas faire ce travail. Et en aval du programme, et ça fait lien peut-être avec ta question sur le lien avec les entreprises, nous, on gère particulièrement la partie stage en entreprise, stage dans des restaurants en l'occurrence, et débouchés professionnels, même si en ce moment, c'est quand même très compliqué. Et on a, en fait, depuis octobre dernier, on a lancé, pour le coup, nous, là, on est vraiment porteur, une autre formation qui s'appelle Tournesol, et qui est assez comparable à celle que j'ai présentée. En revanche, elle s'adresse au métier de la restauration collective. C'est-à-dire tout ce qui est restaurant d'entreprise, cantine scolaire, cantine d'EHPAD, cantine d'hôpitaux, etc. Ce qui a le mérite de continuer malgré la crise sanitaire. Et on est venu aussi renforcer un petit peu le programme avec toute une série d'ateliers réalisés avec des partenaires sur la prise de parole en public, sur l'alimentation durable, la lutte contre le gaspillage, la mobilité avec WeMove, le numérique avec Connexio, enfin voilà,
pour essayer d'avoir vraiment un programme le plus complet possible. Et dans nos engagements, l'idée, c'est de pouvoir suivre les personnes qui participent à ce programme-là. Donc là, on parle d'un programme de 12 personnes sur l'Île-de-France, en l'occurrence maintenant 11, jusqu'à 7 mois après la formation. Et effectivement, je rejoins Flora, le défi, il est vraiment de réussir à suivre au mieux ces différentes personnes, malgré les diversités de parcours, d'enjeux qui vont du logement au social pur et dur, au psychologique, voilà, dans un contexte quand même assez compliqué. Et voilà, donc c'est vraiment pas une période évidente pour voilà, offrir des débouchés professionnels qui soient corrects et convenables. Et sur le lien avec les entreprises, nous, ce qu'on essaye de faire, et on a encore besoin de s'outiller là-dessus, mais c'est de réussir aussi vraiment à sensibiliser les employeurs, les recruteurs dans le secteur de la restauration, en l'occurrence, notamment parce que c'est aussi des milieux qui peuvent être assez complexes, qui peuvent être assez rudes. Et voilà, donc on essaye voilà, déjà de sélectionner les différents recruteurs grâce à tout un réseau de bienveillants sur tout le territoire, et puis voilà, d'accompagner au mieux, de sensibiliser, de communiquer beaucoup avec ces employeurs, de nouer des partenariats durables, voilà, de faire en sorte que l'insertion professionnelle déjà existe, mais surtout soit durable et bienveillante, quoi. Ok, super. Merci beaucoup, en tout cas, à toutes les trois, de nous avoir donné un peu d'éléments. On a une petite remarque d'une personne dans le chat qui nous disait de traduire les acronymes, parce que je pense effectivement qu'il y a un jargon qui vous est propre. Donc, Ouais. pas hésiter à donner effectivement peut-être la signification de tous ces acronymes. Du coup, moi, j'ai une question pareille qui va vous concerner, mais toutes les trois, mais qui est fondamentale, puisque c'est souvent ce qu'on se pose comme question quand on parle d'association, c'est la question du modèle économique. Comment vous faites aujourd'hui? Quelles sont vos sources de financement? Comment est-ce que vous envisagez la suite? Et voilà. Donc, pareil, je ne sais pas qui veut commencer là-dessus. Et après, compléter, n'hésitez pas. Ah, le modèle économique. Ouais, c'est ça. C'est le moment de parler d'argent. Plus personne ne veut en parler, mais je pense Si, que on peut c'est... parler d'argent. De Ouais. toute façon, dans l'associatif, on parle d'argent toute la journée. Hein, donc, alors, du coup, pour Tissu Solidaire, nous, on a un modèle pour l'instant très classique associatif, c'est-à-dire qu'on est financé majoritairement par des subventions publiques à 60%. On a 20% de mécénat privé et on a 20% d'autofinancement liés à des prestations en design textile, en événementiel, en événementiel, globalement. Et du coup, on travaille surtout main dans la main avec les acteurs publics, que ça soit du coup l'État, donc notamment la DIER, la Direction interministérielle de l'accueil et de l'intégration du réfugié, ce qui est une sous-délégation du ministère de l'Intérieur avec lequel on travaille notamment avec Kaboubou. Mais également, du coup, plutôt en local avec la métropole de Lyon, la préfecture du Rhône, voilà. Donc on intervient surtout sur des actions en fait, qui viennent sur l'intégration des publics BPI, donc pour l'acronyme bénéficiaire de la protection internationale. Ou alors là, attention, on parle d'acteurs publics, donc en acronyme, on va être au taquet. Ou les primo-arrivants, du coup les personnes nouvellement arrivées depuis moins de 5 ans sur le territoire. Et pour le futur du modèle économique de Tissu Solidaire, on aimerait bien évidemment avoir plus d'autofinancement. Et on souhaite le faire via la production textile. Donc on va aller sur le champ de l'insertion par l'activité économique, les SIAE, notamment en ACI, c'est-à-dire en atelier chantier d'insertion, à horizon 2022-2023, et voire EI, c'est-à-dire entreprise d'insertion. Donc là, c'est presque une entreprise classique, à horizon 2024. Ok, super. Marine ou Noémie, si vous voulez compléter peut-être sur si vous avez peut-être des éléments en plus sur cette fameuse question épineuse du modèle économique des associations. Oui, alors effectivement, nous, on a aussi une part de financement public qui était assez faible jusqu'à l'année dernière, parce qu'on était majoritairement financé par des
fondations privées ou par des dons issus du mécénat particulier, je veux dire, et par des événements en propre qui donnent lieu à une billetterie et, voilà, et qui rentrent du coup, dans le budget de l'association. Et en fait, depuis 2018, depuis qu'on a créé le restaurant, qui est adossé à une activité traiteur à Paris, on a créé une SAS, donc une société classique. Mais cette SAS, elle est détenue à 100% par l'association. C'est-à-dire que tous les bénéfices qui sont générés par cette structure sont reversés à l'association. Et pourquoi on a fait ce choix-là? Parce qu'on aurait pu tout intégrer dans l'association en fiscalisant une partie de l'association. Je ne rentre pas dans le détail. En plus de ça, je ne suis pas juriste. Donc, mais on a choisi aussi d'isoler le risque qui pouvait être porté par ces activités. C'est-à-dire que si demain, le restaurant, pour une raison X ou Y, ne fonctionne plus, au moins les activités vraiment non lucratives et le cœur de l'association n'étaient pas mis à risque. En revanche, ça permet une vraie possibilité d'autofinancement. Donc voilà, avec la crise, ça ne va pas forcément être formidable en 2020, mais voilà, notre objectif, c'est de pouvoir réussir à autofinancer voilà, 30% de notre activité. On n'y est pas encore. Hein. Et juste pour faire le lien avec ce que tu évoquais, Flora, on est devenu entreprise d'insertion cette année. Voilà, donc on pourra s'en parler si tu veux, mais effectivement, c'est un gros morceau qui permet, en fait, pour le dire très rapidement, qui permet d'avoir des allègements de charges sur certains salaires pour permettre de dédier un vrai accompagnement socio-professionnel et un vrai parcours de professionnalisation et d'émancipation pour les salariés qui sont du coup en insertion. Voilà. Donc en gros, pour résumer, on a un modèle économique hybride, ce qu'on appelle, c'est-à-dire avec une part d'autofinancement et une part de financement public ou issu du mécénat privé. Et nous, de notre côté, on a un modèle économique qui est aujourd'hui principalement lié à des subventions publiques, mais on a pour objectif de le rendre hybride également et au moins de le diversifier autant que possible. Et pour ça, on est en train de créer on a déjà réalisé, mais on est en train de développer les prestations pour les entreprises, tout ce qui concerne les team building solidaires et sportifs. Donc, par exemple, on a déjà organisé des tournois pour Starbucks, on a déjà organisé des tournois pour Eurosport. Pour les collaborateurs, en fait, ça fait un moment de team building et c'est animé soit par des personnes qu'on a formées dans notre programme de formation FIT, soit par des personnes de Kaboubou. Et ça permet de diversifier les ressources de l'association. On a aussi une part de dons de particuliers. Et voilà, donc c'est subventions principalement publiques, un peu de privé, des prestations et du don. Ok, super, merci beaucoup. Je vois qu'il y a plein de questions dans le chat, on y reviendra après. Moi, j'en ai encore quelques-unes. Enfin, à vrai dire, j'en aurais beaucoup, mais on va peut-être essayer de passer à une autre question. Notamment, Marie, moi, j'avais une question. Comment ça s'est passé le passage à l'échelle au niveau européen? Parce qu'aujourd'hui, du coup, Refugees, vous êtes dans plusieurs pays. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce point-là? Oui, c'est un petit peu ce que j'ai évoqué tout à l'heure en parlant du kit méthodologique. La manière dont on est organisé, c'est que dans chacune des villes dans lesquelles le festival a lieu, c'est-à-dire à la base 15 villes en Europe, mais en réalité, depuis l'année dernière et à nouveau cette année, on se recentre sur la France pour plein de raisons, notamment pour des raisons sanitaires. Donc, il y a 10 villes en France qui organisent le festival. Et nous, on a une équipe de coordination ici, Agathe, Fanny et Valentine, qui vont accompagner les porteurs de projets, comme on les appelle, qui sont des bénévoles locaux pour la majorité, et qui organisent le festival et qui, tout au long de l'année, peuvent aussi notamment suivre les cuisiniers, mais aussi organiser des ateliers de cuisine, des conférences ou d'autres projets. Donc ça s'est vraiment appuyé sur une méthodologie de kit et un transfert de compétences de ce que nous on a pu faire, de toutes les erreurs par lesquelles on est passé, des points de vigilance à avoir. Et on a ensuite de ça toute une série d'outils. On a une boîte à outils qu'on partage avec les porteurs de projets sur vraiment tout. Enfin, c'est vraiment une quantité de ressources à tout niveau, des guides d'entretien quand on rencontre les cuisiniers qui participent au festival, la charte, les outils de communication, les
les templates de budget. Enfin, c'est vraiment, vraiment un outil qu'on a essayé de penser clé en main. Et je pense que ça fonctionne parce qu'il y a une vraie part de coordination qui est hyper importante. Et ce qu'on essaye de faire, c'est vraiment de faciliter la vie au maximum des porteurs de projets sur place qui sont bénévoles, qui pour la majorité bossent à côté, voilà, en fournissant tous les outils et, toutes les bonnes pratiques, on va dire. Et ensuite de ça, on organise depuis l'année dernière, une fois par an, on réunit tout le monde à Paris, et là en l'occurrence c'est ce week-end, pour un moment voilà, de team building, de retour sur l'année, d'amélioration, de formation aussi, par exemple là, au média training et la prise de parole dans les médias, parce qu'on a quand même une grosse mission de sensibilisation et de plaidoyer. Donc, j'ai pas du tout répondu à ta question, si. C'était ça sur les l'essaimage. Mais au final, c'est très intéressant. Oui, effectivement, c'était sur les cinémas. Ouais. Après bon, c'est toujours des questions qui sont vraiment très, très actuelles sur les images. Pour l'instant, il n'y a pas d'entité, enfin, il n'y a pas de franchise sociale ou d'entité. Enfin, il n'y a qu'une association Food with Food dont le CIRET est à Paris, enfin, dont le siège social est à Paris. En revanche, il y a d'autres associations qui se sont montées un petit peu liées, enfin, issues du festival. Je pense à l'association STEMTish à Strasbourg qui fait un boulot génial, à l'association Marie Curie qui vient de se lancer à Bordeaux. Et donc, on travaille en partenariat avec ces associations-là. On est en train d'étudier à Marseille un nouveau modèle un petit peu de franchise sociale ou de portage avec l'association Départ, qui porte aussi des étoiles et des femmes. Voilà. Mais donc, du coup, voilà, la question de l'essaimage, elle est pas, elle repose vraiment sur une coordination nationale. Voilà, en gros. Je pourrais en... Bah, ok, super. Non, mais c'est hyper intéressant. Et du coup, ça me permet en plus de vous poser une question à toutes les deux, Flora et Noémie. Donc, vous travaillez aussi ensemble sur des projets communs, et je pense que vous êtes, enfin, vos deux structures sont liées. Et du coup, ça me permet d'aborder la question de l'écosystème, et notamment quand on est une association. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu d'éléments sur comment vous travaillez avec les autres structures et comment ça se passe, et voilà. La stratégie d'alliance est un facteur clé de succès pour les associations, très clairement. Surtout que le monde associatif est très concurrentiel. Donc, à la fois, il faut se positionner et avoir un positionnement hyper clair pour exister, tout simplement. Et en même temps, il faut mettre en place une stratégie d'alliance pour travailler en complémentarité et surtout allier les forces, parce que les besoins sont tellement immenses et ce n'est pas tout seul qu'on va répondre à tous les besoins. Donc, on a une feuille de route de stratégie d'alliance. Nous, du côté du tissu solidaire, à l'image du partenariat qu'on a avec Aboubou, qui est assez historique. En fait, on s'est rencontrés en 2019 au sein du programme d'accompagnement de Make Sense Retour à l'emploi. Et assez rapidement, en fait, on a répondu ensemble à des appels à projets à envergure nationale, alors qu'on était tous les deux plutôt local. Donc, ensemble, on était national tout d'un coup. Et du coup, on travaille depuis 2 ans, et du coup, ça va faire la 3e année qu'on a des programmes, surtout pour les jeunes personnes exilées et résidentes, sur l'accélération du lien social à travers le sport et les activités manuelles, que ce soit à Lyon et à Paris. Et on teste aussi ensemble l'essaimage. Donc, Kaboubou a... Enfin, je parle à ta place, Noémie, mais tu pourras compléter. Donc, Kaboubou se lance à Lyon. Donc, il y a eu un recrutement à Lyon qui est hébergé par Tissu Solidaire. Et nous, on se lance à Annecy. On a plutôt une ambition régionale, donc Auvergne-Rhône-Alpine pour l'instant. Voilà ce que je pourrais dire. Pour compléter, oui, donc sur Lyon, heureusement qu'on a Flora et l'équipe de Tissu Solidaire qui nous a permis aussi d'avoir une idée de l'écosystème. En fait, quand on fait un essaimage d'une structure dans une ville, si on ne s'appuie pas sur d'autres associations, c'est sûr que c'est voué à l'échec. Et donc, on a pu aussi intégrer le programme d'incubation Rhône-Alpia, dont parlait tout à l'heure Flora, qui nous permet de connaître d'autres associations, et on a souvent des points avec eux, et on est en train de créer des passerelles aussi avec d'autres projets.
Nous, de notre côté, à Paris, on est aussi incubé par Le Comptoir, que je remercie ce soir pour cette opportunité, dans le programme de Elles Ensemble. Et donc, c'est un projet avec plein d'autres femmes entrepreneurs. Et il y a aussi, c'est hyper important de pouvoir compter sur d'autres entrepreneurs et imaginer des projets ensemble. Parce que ce soit sur les réfugiés aujourd'hui, on parle sur l'inclusion, mais aussi sur le retour d'expérience, de capitaliser sur ce qui est fait en fonction de l'âge des projets, etc. Mais par rapport à tout ce qui est écosystème des migrants, je pense qu'il y a toujours des choses à faire et qu'on ne sera jamais de trop. Donc, il faut que... Il y a beaucoup d'initiatives qui sont faites et qui sont peu connues. Et c'est pour ça que c'est important de se parler et de voir comment on peut ensemble avoir un impact plus fort parce qu'aujourd'hui, il y a encore un énorme chemin à parcourir dans l'inclusion. Et donc, c'est pour ça que c'est important de se parler, de se connaître et de voir ce qui peut être fait de façon complémentaire. Ok, super, merci beaucoup en tout cas pour ce retour-là. J'aurais encore plein de questions, mais en fait, je vois que le temps file et surtout, j'ai plutôt envie de laisser la main aux participants et aux participantes qui ont déjà commencé à en poser. Du coup, si ça vous va, on va les prendre au fur et à mesure, notamment Clémence, qui revient sur la question du bénévolat. C'est vrai que c'est aussi un point important quand on structure une association et peut-être vous, votre parcours bénévole, parce que vous avez le dit très bien, en fait, que ça vous a pas chamboulé personnellement de passer d'un projet que vous faites sur un temps libre à une entreprise qui vous prend désormais tout votre temps. Donc, en fait, comment est-ce qu'on gère cette partie-là et peut-être dans une plus large mesure toute cette question du bénévolat dans les associations? Si quelqu'un veut prendre la parole là-dessus pour répondre à Clémence. Je continue du coup. En fait, pour ma part, ça se fait assez progressivement. J'ai travaillé 2 ans avant de me mettre à temps plein. Et je pense que c'est juste passer de faire un métier et à côté un bénévolat qui nous porte à faire ce qui nous porte à 100% et à temps plein. Donc forcément, quand on passe à temps plein, il y a des moments plus difficiles que d'autres parce que ça devient notre métier. Mais si vous avez l'occasion de vous y mettre à fond dans un projet auquel vous croyez et qui vous booste, ce sera d'autant plus efficace pour vous personnellement et pour la société qui a besoin de projets à impact. Super, je ne sais pas, Marine, Flora, si vous voulez ajouter quelque chose. Pareil, nous, de notre côté, on a vraiment, en fait, les 2 premières années, voire même un peu plus, on travaillait par ailleurs à côté. On avait voilà, des boulots salariés ou en freelance. Et en fait, on a vraiment développé le projet le soir, le week-end, sur la pause déjeuner, ce qui forcément, en termes de rythme de vie, était quand même assez intense, mais qui nous a énormément porté. Et donc, en fait, la transition, elle s'est faite déjà au moment où c'était plus possible et où on savait que aussi, même si on n'est jamais certain, mais où on savait que le projet avait acquis même pas une taille, mais en tout cas un développement assez important pour qu'on puisse vraiment s'y mettre à temps plein. Mais après, voilà, c'est sûr qu'il y a toujours, il y a toujours des risques. Enfin, le passage, il n'est pas forcément évident, ne serait-ce que financièrement. Hein. Voilà, nous, ça fait pas si longtemps que ça que tout le monde est salarié. Et voilà, il y a toujours une dimension de risque. Je pense que c'est le propre de l'entrepreneuriat, quel qu'il soit. Euh, euh, voilà, après, nous sur la question du bénévolat, nous, en l'occurrence, on travaille, comme je le disais dans le festival, avec énormément de bénévoles qui s'investissent énormément et qui, pour certains, en fait, évidemment, ils donnent beaucoup de leur temps. Donc potentiellement, voudraient pouvoir lever des fonds localement pour que ça puisse contribuer aussi en partie à leur vie, à leur temps. D'autres voilà, ont un autre équilibre de vie qui fait que pour eux, ça reste vraiment dans un engagement bénévole et non financier. Donc, je pense qu'il y a plein de formes dans le bénévolat. Mais en tout cas, pour notre part, en tout cas en tant que cofondateur, le passage, il s'est fait quand même assez progressivement.
Mais voilà, moi, il y a encore des personnes qui me disent: «Et sinon, dans la vie, tu fais quoi à côté?» Et c'est toujours compliqué parce que voilà, parfois, on ne se rend pas forcément compte de tout le boulot et le temps qu'il y a derrière. Donc voilà, mais ça, je pense que c'est un autre sujet. Et moi, pour ma part, petit témoignage, enfin, bien que je reçois un salaire maintenant de mon activité, on fait toujours un peu du bénévolat, hein, quand même quand on est payé. Hem et j'ai plutôt vu, le fait qu'on se structure et qu'on se professionnalise, de manière, très positive et très clairement se verser son premier salaire, c'est, signe de succès et de réussite et d'accomplissement. Donc plutôt, très bien vécu, pour répondre à la question. Et la question du bénévolat dans les assos, est tout un sujet, qui nous enfin que je sais que nous, on maîtrise très mal au tissu solidaire. En tout cas, on a plein de participants, plein d'adhérents et plein de nombres actifs, mais qui ont une participation assez limitée dans la structuration, de l'association. Mais c'est, je pense, lié, à notre histoire et à notre expérience, c'est qu'il y a d'autres modèles qui peuvent exister, et que ça fonctionne quand même, quoi. Ok, super. Merci beaucoup. Peut-être une autre question pour passer un peu plus spécifiquement sur la question des étrangers qu'on n'a finalement pas encore beaucoup abordée. Notamment une question de, si que je ne me trompe pas, de Clémence, encore une autre Clémence cette fois-ci, qui nous demande comment est-ce qu'on pourrait lutter contre la non-reconnaissance en France des diplômes étrangers de réfugiés. Peut-être que vous avez effectivement des éléments là-dessus, puisque vous avez un peu un regard sur tout le volet formation. Si l'une d'entre vous a des éléments pour répondre à Clémence. Bah, moi, je vais être très rapide parce que j'ai pas forcément d'éléments hyper pertinents à partager, notamment parce que dans la cuisine, certes, les diplômes, c'est super important, notamment pour toute la dimension légale et hygiène que ça comporte. Mais ça peut passer par des certifications plus légères. Je pense à la formation HACCP qui est vraiment hygiène, on va dire. Sinon, des diplômes de chef cuisinier, en fait, ça n'existe pas forcément, quoi. C'est des diplômes de commis de cuisine ou de cuisinier, ça existe, mais c'est pas là-dessus enfin, ça préjuge pas de réussir à trouver un emploi en France. Donc, en tout cas, la reconnaissance d'un diplôme de cuisinier en France se pose pas forcément. En revanche, voilà, il y a un besoin de remise à niveau et de certification est important. Mais enfin voilà, je ne suis pas hyper pertinente sur le sujet vu le métier sur lequel on travaille. Si Noémie, je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose, Noémie ou Flora. Nous, en fait, la plupart des personnes qu'on accompagne n'ont pas de diplôme dans leur pays. Et donc, on n'a pas cette question de reconnaissance par rapport à des métiers du sport qu'ils auraient déjà puisqu'ils n'en ont pas. Mais pareil, je pense que c'est un grand sujet et que ça dépend des domaines et des secteurs et que c'est important de reconnaître ce qui a déjà été fait, que ce soit en termes de diplôme, mais aussi en termes de valorisation des compétences. Peut-être imaginer un espèce de passeport de validation des acquis spécifiques pour ces personnes-là pourrait être intéressant. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont des grandes expériences et qui arrivent en France et qui doivent s'adapter et en plus faire reconnaître ça. Donc, pourquoi pas imaginer ça? Et pour compléter, pareil, la plupart des personnes qu'on a n'ont pas de diplôme. Donc la question se pose moins et du coup, il y a un dispositif qui s'appelle la VAE, donc la validation des acquis, par l'expérience, qui commence à s'ouvrir aux personnes, étrangères. Du coup, la VAE est un dispositif ouvert à tous, pour, justement, valider des titres en fonction de l'expérience qu'on a acquise. Ça demande énormément de travail sur soi et d'écriture, pour le français lambda. Donc ils ont mis en place, ici c'est fait par le Greta, du Rhône, mais je crois que l'AFPA le fait aussi, en place tout un dispositif pour, accompagner ces personnes étrangères et elles demandent beaucoup moins de justificatifs, d'expérience acquise à l'étranger parce que souvent les preuves, sont, difficiles à acquérir. Donc ça, c'est quelque chose qui est à titre expérimental, mais qui fonctionne bien, pour nos publics.
Ok, super, très clair effectivement sur la VAE. Pour ceux qui ne connaissent pas, on peut retrouver plein d'informations sur le sujet. Peut-être, enfin, pour reprendre un petit peu la main, parce que je me rends compte, c'est vrai qu'on parle au final peut-être pas des bénéficiaires. Est-ce que vous auriez 3 histoires à nous partager, voilà, d'une personne que vous accompagnez, qui est un de vos bénéficiaires ou une de vos bénéficiaires, pour qu'on se rende compte un petit peu plus de la réalité du terrain et peut-être un parcours chacune à nous donner? Oui, et je vais en profiter pour prendre la main, pour faire un peu de pub pour, nos cours, de sport en ligne qu'on a mis en place, pour ce second confinement, dont le fitness tous les mercredis soirs à 18h30, 19h30, qui sont animés par Abdoul. Et Abdoul, c'est une belle histoire, de Kaboubou. C'est, un Guinéen qui est arrivé en France, et donc il était, à la rue quand il est arrivé en l'hiver, 2018 ou 2010 hiver 2019. Et en fait, il n'avait pas d'hébergement, donc il s'est fait aider par l'association Serve the City, qui héberge des personnes à la rue dans le stade, dans le gymnase de l'Église américaine de Paris, là où nous, on faisait nos entraînements de basketball le lundi soir. Et donc Abdoul, qui est arrivé sans hébergement, a connu Kaboubou par ce biais-là, puisqu'il était hébergé dans le même gymnase. Et il s'est renseigné auprès de Kaboubou pour savoir s'il pouvait intégrer les entraînements du basketball le lundi soir et de football le mardi soir, ce qu'il a fait. Il est devenu capitaine de notre équipe. En plus de l'entraînement du mardi soir, on a une équipe qui est engagée en championnat de ligue FSGT. Donc, c'est une ligue de championnat de football à 7. Et donc, il est capitaine aujourd'hui de ce football. Et en plus, donc, il a, une fois qu'il a eu son statut de réfugié, il a été aidé par des personnes de Kaboubou pour la réalisation de son CV et l'aide dans l'entretien pour trouver un travail chez Decathlon. Il est aujourd'hui vendeur dans un magasin Decathlon à la Madeleine dans le rayon fitness, et il s'investit dans notre communauté en donnant des cours du coup de sport tous les mercredis soirs de fitness, et je vous conseille d'y assister en ce temps confiné en ligne, et c'est sur notre site kaboubou.fr, vous pouvez vous inscrire. Super, merci. Marine ou Flora, si vous voulez nous parler peut-être d'une ou d'un bénéficiaire, un petit peu d'un parcours. Ouais, bah alors je parlerai de Magda Gegenava, qui est une cuisinière géorgienne qu'on a rencontrée il y a quelques temps grâce à l'association Action Emploi Réfugiés, qui travaille à Paris et à Bordeaux. Magda, elle était dentiste en Géorgie. Et par exemple, elle n'a pas pu faire reconnaître son diplôme de dentiste en France. Et quand elle a pris conscience de ça, en plus, elle est passée par l'Ukraine avant d'arriver en France. Elle a un parcours d'exil complexe. Elle s'est rendue compte qu'il fallait qu'elle fasse autre chose. Et en fait, elle vient d'une famille de restaurateurs. Au-delà du fait qu'elle est baignée dans ce monde-là, elle a de l'or entre les mains, et elle a aussi la volonté de raconter ce qu'est la Géorgie en termes de culinaire, en termes de vin, etc. C'est les premières vignes du monde. Voilà. Et donc, elle a rencontré, grâce à Action Emploi Réfugiés, elle est venue dans notre restaurant pendant 6 mois, se former, apprendre à construire son identité culinaire, définir une carte, apprendre à gérer des stocks, apprendre à gérer une équipe, revisiter, retravailler un petit peu ses plats grâce à l'aide de Stéphane Jego, qui est le chef de la Mijan, qui est notre parrain. Et donc, voilà, on a réussi à vraiment l'accompagner pour qu'elle monte son projet culinaire, mais même un peu plus que ça, parce qu'elle a depuis ouvert son propre restaurant, enfin son propre chalet, son propre comptoir, qui est dans le 19e arrondissement de Paris, qui s'appelle Chez Magda. Elle fait actuellement de la vente à emporter. Donc, il ne faut pas hésiter à aller déjà sur sa page Instagram, c'est Magda _Gegenava, Gegenava, pour les commandes. Et c'est au-delà d'être quelqu'un d'assez exceptionnel, qui a beaucoup de mérite. C'est quelqu'un qui a beaucoup de talent, qui est extrêmement attachante, et qui ira très loin. Elle cherche d'ailleurs, alors peut-être que pour les prochains mois, vu la situation sanitaire, ça peut être un petit peu plus compliqué, mais elle cherche à développer encore plus son restaurant, parce que pour l'instant, elle a entre guillemets qu'un chalet, mais elle fait aussi des prestations traiteurs. Donc, il ne faut pas hésiter pour vos événements petits ou grands à faire appel à ses talents. Voilà. Moi, pour compléter, je vais vous faire voyager du coup en Syrie.
avec Adip, qui avait une entreprise familiale de tailleurs, cuir et textile dans un petit village dans la Syrie côté kurde. Et du coup, on l'a accompagné au sein de notre remobilisation professionnelle et il a fait un parcours d'insertion dans un ACI couture. Et maintenant, il travaille pour un fournisseur d'une maison de luxe dans le textile. Et il vient très souvent donner et prêter main forte à notre atelier et à notre communauté sur les ateliers de couture entrecoupés de danse kurde, sinon c'est pas drôle. Voilà. Super, merci beaucoup pour ce partage. Bon, il est déjà 19h, je ne vais pas vous garder non plus trop longtemps. En tout cas, je vais vous dire un très très grand merci à toutes les trois pour nous avoir partagé tous ces éléments. C'était vraiment hyper intéressant et on a vu voilà, sur les retours en tout cas des différents participants. Moi, j'ai été ravie de vous accueillir. J'encourage du coup tout le monde à vous suivre. On enverra toutes les informations en lien dans les liens pour assister à un cours de sport, de cuisine ou prendre un cours de couture. Ou en tout cas, voilà, il y a plein de choses à faire. Vous avez toutes les trois des super projets. Donc vraiment, un grand merci encore une fois à vous. Merci beaucoup. Ben, avec grand plaisir. Et pour l'organisation et tout. Bon, c'était hyper intéressant en tout cas. Donc, on aurait pu rester 2 heures de plus, je pense, mais peut-être une prochaine fois. Et puis, encore une fois, merci aussi à Maud et Joyce de nous avoir aidés sur ce She Talks. Donc, on se dit à très bientôt. Et puis, merci à vous trois. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous. À bientôt. Merci, à bientôt.